Excusez-moi, il y a quelqu'un? Je suis un petit peu perdu là. Bienvenue dans le voyage d'une femme libre. Vous êtes une femme et vous avez galéré votre race pour être libre? Ce podcast est pour vous. Putain, mais c'est par où, bordel de merde? Sur la route d'une femme libre, portrait sonore et confidence. Aujourd'hui, Sonia et la migration. Sonia, merci de faire ce deuxième épisode de Sur la route d'une femme libre. C'est quoi pour toi une femme libre? Une femme libre, c'est une personne qui est dans le chemin de se déconstruire. Parce qu'en fait, on était, en tant que femme, on est, tous, mais nous, on est soumise aux injonctions patriarcales qui ne sont pas forcément évidentes de se rendre compte, de se faire conscient qu'on est vraiment soumis à ces injonctions. Moi, par exemple, dans mon cas, il aurait fallu que je sois presque adulte pour adolescent, quoi. Pour me rendre compte que j'étais dans un monde bien patriarcal, quoi. Ah ouais, mais moi je me suis rendu compte encore vachement plus tard. Adolescent, je trouve ça bien, moi. Adolescent, 15-16 ans. Ah, 15-16 ans? Quand mon père, je voulais qu'il me prête sa voiture. Ouais. Et, non, c'était plutôt 17 ans, parce que j'étais dans les cours de conduite déjà en Colombie. Et il ne voulait pas, il a prêté la voiture à mon cousin. Tu sais, parce que moi, je n'ai pas de frères. Donc, je voyais que mes copines, et ils me disaient, mais mon père, il préfère mon frère. Mais moi, je n'avais pas ça, parce que moi, j'étais qu'avec ma soeur. Donc, oui, je me suis rendu compte, pour moi, tard, à cause de ça, parce que la Colombie, c'est une société encore très patriarcale. Donc, je pense que être libre, c'est déconstruire de toutes ces injonctions patriarcales inconscientes. Ouais. Et voir aussi la responsabilité. Moi, je suis psychologue. Ouais. Voir la responsabilité inconsciente que tu as que tu arrives et que tu interprètes comme machiste, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société patriarcale, ça on ne peut pas le nier. Mais donc pour toi, ça veut dire qu'être libre, c'est, en tout cas être une femme libre, c'est être consciente de ce qui est inconscient. Voilà. En elle. Voilà. Ah ouais. Les patriarcats inconscients. Pour moi, ça c'est vraiment la liberté. Parce qu'on a des injonctions patriarcales, des patrons patriarcals, qu'on ne se rend pas compte, qu'on répète, mais on les répète continuellement. Et se faire conscient de ça, c'est se libérer, ou en tout cas, libérer ton essence, quoi. Voilà. Et c'est quoi ton parcours de femme libre, en tout cas de l'endroit où tu t'es sentie pas libre du tout à aujourd'hui? En fait, je pense que le premier pas, c'est me rendre compte que j'avais des chaînes, quoi. Parce que quand tu vois, quand tu es né, tu es un poisson par exemple, tu es né dans un aquarium où l'eau est colorée rouge, tu vois tout de ces couleurs-là, tu ne te rends pas compte. Pour moi, c'était normal. Et l'obligation d'être belle, parce qu'en Colombie, il y a une pression énorme pour être belle. Toujours belle, toujours maigre, toujours souriante. Il y a aussi, tu sais, il y a normalisation de la narcoesthétique. Même si... La narcoesthétique? La narcoesthétique, tu sais qu'on a eu un passé pendant les années 80 avec la drogue et le narcotrafic, et ça a imposé un stéréotype de beauté. Ah oui, ok. Parce que les capos, à l'occurrence Escobar,
Et lui, il préférait les narcos, il préférait les nanas avec les grands seins, vierges. Et, tu sais, la mélange entre pute et vierge. Non? D'accord. Un peu. Et ça Donc, est resté dans l'inconscient collectif. Des viutes. Voilà. Tout dans un contexte Ouais. catholique qui te pousse à ne montrer pas tes désirs en tant que femme, à t'asseoir avec les jambes fermées, à ne pas écarter les jambes. Parce que moi aussi, je suis grandie dans une école catholique. Donc, en fait, je pense que il faut tout d'abord se rendre compte de tes chaînes, parce que moi, je ne me rendais pas compte. Je pensais que c'était normal, ça. Donc ça, c'est pas à 17 ans que tu t'en rends compte. J'ai commencé à me Poser des questions. déranger Ouais, déranger. la pression énorme sur le corps. Parce que là-bas, par exemple, et je vois que c'est très normalisé. Parce que je pensais que, à la base, je pensais peut-être que c'est ma famille. Mais en fait, c'est normalisé dans la société qu'on parle de ton corps. Que par exemple, je te dis bonjour Agnès, ah, comment t'as grossi? Ah, bonjour Agnès, Mais n'importe qui peut te dire ça. t'as vieilli. Non, pas n'importe qui, mais c'est un petit peu plus normal, quoi. Tu vois, Ouais. ta tante que t'as pas vu il y a des années, elle peut te dire, ah Agnès, comment Après, t'as grossi? dans ma famille, on fait ça quand même. Oui, mais c'est, moi je trouve intrusif. Pourquoi tu dois parler de... Pourquoi mon corps doit être un sujet, tout d'abord? Ouais. Ben, moi, ça commence à me déranger. Mais Ouais. comme c'était normalisé, et je voyais que les femmes de mon âge étaient à l'aise en train de remplir les injonctions d'esthétique patriarcale. S'il fallait être au gym, il faut aller au gym. S'il fallait faire le régime de ouf pour pouvoir être maigre, on le faisait. Moi aussi, j'étais chez le médecin 1 ou 2 fois pour un régime exagéré. Tout ça avec l'accord de ma mère. Oui. Parce que c'est ça aussi. Mais moi, j'ai vécu pareil. Mon premier régime, en fait, ma mère avait été obèse quand elle était petite. Et je sais que mon premier régime, je dois avoir 12 ou 14 ans. Après, c'était avec une esthéticienne, tu vois, c'était pas n'importe quoi, etc. Mais n'empêche que cette conscience que t'es hors norme, que t'es pas comme il faut, C'est ça. elle vient super tôt, quoi. Et elle te oui. change énormément ton oui. rapport à la nourriture. Ça, c'est ça. Ah oui, non, mais c'était toujours avec des régimes. Moi, je me rappelle que avec ma mère, le temps que j'habite avec elle, c'était les régimes. Parce qu'en fait, elle, c'est la blessure patriarcale entre mère et fille aussi, qu'elle était aussi, à son tour, quand elle était jeune, exposée à ces injonctions patriarcales d'être maigre, d'être belle. Et du coup, au lieu de dire, de faire conscience et dire, ça, je prends pas, je veux pas le reproduire avec ma fille, elle a pas, je n'en veux pas, elle n'a pas eu le niveau de conscience, surtout qu'elle était mère si rapidement, très jeune, et c'était une maternité pas trop réfléchie non plus, c'était une maternité un peu parce qu'elle suivait les mouvements de ces sortes de c'était une autre époque, Et donc elle n'a pas eu ce temps de dire, ça, quand même, il faut le mettre en question. Donc ces injonctions patriarcales, par rapport à l'esthétique du corps, elle me les a mis à moi aussi, à moi et à ma soeur. Moi, je les ai pris plus parce que j'étais plus âgée, forcément, mais avant que ma soeur. Mais ma soeur aussi, elle a pris partie de ça, quoi. Et voilà, l'obligation d'être toujours belle, longs cheveux, tu vois. Et c'est ce type d'esthétique qui nourrit les stéréotypes vis-à-vis la femme colombienne. Quand tu dis que tu es colombienne, jure par exemple qu'on t'a pas vu
personnellement. Un jour, par exemple, mon mari qui dit que sa femme est colombienne, les gens imaginent tout de suite que c'était comme Shakira, comme... Ah oui, d'accord. Tu vois? C'est pas... Tu vois? Attends, je savais même pas que Shakira était colombienne. C'est ça. Voilà, elle est colombienne. Donc, D'accord, ok. toujours, parce que aussi il y a la télévision, les séries Narcos, Oui. quel type de filles tu vois en Narcos, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est ça les stéréotypes qu'on veut te mettre dans la tête, Ben que oui. tu dois être comme ça, grand sang, les culs très rondes comme il faut, une taille hyper petite, et toujours souriant, toujours... et puis des injonctions, Mais- des obligations esthétiques qui sont difficilement... Et entre le moment où toi tu vis ça et le moment où tu t'en libères, il se passe quoi? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Qu'est-ce que le déclencheur? Je pense que c'était le féminisme. Qui est C'est le arrivé dans ta vie? féminisme, oui. Ah, et qui est arrivé comment? Oui, en fait, j'avais des copines qui parlaient déjà de féminisme. À la fac, j'ai un petit peu eu des contacts aussi, mais je n'avais pas rentré dedans avec une force. Je voyais que mes copines étaient beaucoup plus dedans le féminisme Ouais. parce qu'elles avaient vécu beaucoup plus, je ne sais pas si beaucoup plus de machisme, mais ils avaient vu le machisme Évident. plus évident parce qu'ils avaient des frères. Moi, comme Ok. je n'ai pas vu ça, Oui, oui. je l'ai vu tard, en retard. Ouais. Mais je voyais déjà, on sait, moi je savais que les femmes et les hommes n'étaient pas vus de la même manière. Mais en fait, il y avait encore entre mes copines et moi certaines misogynies qu'on n'était pas oui. conscients. D'accord, ok. C'est après, avec le recul, et quand j'ai fini la fac, et quand je me suis dit, je vais partir de la Colombie, ça avant de finir la fac, que Et pourquoi qu'est-ce qui t'a déclenché à vouloir partir de la Colombie? justement, mais voir moi-même à partir d'un discours différent que celui de la Colombie. Oui, d'accord, ok. Voir comment tu pouvais être ailleurs. Oui, et celui de ma famille et celui de la Colombie. Parce que, qu'est-ce que c'était être une femme dans ma famille et en Colombie? Très belle, très, tu vois, le corps parfait. Et la femme, tu vois, qui sert son mari. Ouais. Et qui supporte des infidélités, parce que l'infidélité en Colombie c'est très normalisé. Ouais. Qui supporte un homme périphérique et que c'est pas si grave que ça parce que les hommes sont comme ça, tu vois. Et le discours aussi que moi, parce que moi en fait ma mère m'a élevée d'une manière féministe sans se rendre compte. Ah oui. En fait, mais elle n'est pas capable de l'admettre maintenant, quoi. Si je lui dis, maman, en fait, tu es féministe, elle va dire non. Parce que dans sa tête, être féministe, c'est, voilà, être je sais pas, et haïr les hommes, Ouais. et castrer les hommes, je sais pas. Dans sa tête, c'est vraiment la haine contre les hommes, mais oui, elle était féministe parce qu'en fait, quand je la voyais faire à manger, tout ça, elle me disait non, tu vas pas faire à manger, tu vas te concentrer dans tes études. Et voilà, elle voulait pas, je pense que de certaines manières, elle voulait pas que je répète son destin, son chemin. Ou les destins de femmes dans sa famille, quoi, de suivre le modèle patriarcal de femmes. C'est marrant parce que quand tu dis ça, moi dans ma famille il y a le club des femmes qui discutent avec une tisane à la main et j'entends très bien les discours qui disent il faut que tu trouves quelqu'un qui fera la vaisselle et qui fera la cuisine, qui fera rien comme nous, tu vois, genre en gros le fais pas comme nous, quoi.
Oui, c'est ça. Ah ouais, le fais pas comme nous. C'est ça, c'est... oui, c'est... En fait, c'est une blessure interne qu'elles sont vécues de l'inégalité, issues de l'inégalité, qui peut te mettre en garde, je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ma mère, elle voulait me montrer un autre chemin différent à celle de femmes de sa génération, par exemple. Là, par exemple, oui, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, les femmes sont beaucoup plus libres et épanouies, qui sont plus, comment on dit, sont plus émancipées qu'auparavant. Ça a changé, ça a évolué, heureusement. Oui. Mais le chemin est Il est encore encore grand. Ouais. très grand, parce qu'il y a l'Église catholique. Bah oui, l'Église catholique. L'Église catholique pour toi, c'est un frein à la progression. Ah oui. Ah ouais. Oui, tout à fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, Ah oui, l'Église catholique, c'est très clair. l'Église catholique te met dans un rôle d'être le centre de la famille. En fait, quand tu vois les discours catholiques, Oui. je sais pas ici, parce qu'ici, je n'ai pas trop de contact avec la religion catholique, mais dans mon pays, c'était la femme qui doit faire une sorte de bien élever les enfants, d'être disponible et câline toujours. Tu vois, la loi d'être toujours douce avec son mari et tout ça. Et puis, inconsciemment, ça te met la responsabilité de toute la famille. Et ça s'appelle, en féminisme, ça s'appelle familisme. Familisme, c'est la tendance à responsabilité qu'est la femme d'une famille. Et puis, ça c'est très patriarcal, parce que la responsabilité d'une famille, moi qui je suis psychologue familial systémique, on voit bien que c'est le couple et pas que la femme toute seule. Ça, on le voit dans l'inconscient collectif, par exemple, en Colombie, par exemple, s'il y a un adolescent qui tombe dans la drogue, c'est tout de suite la faute de sa mère. C'est pas, tu vois, c'est pas, ah non, c'est son père qui est absent, non. C'est sa mère qui n'a pas fait le nécessaire pour empêcher cet adolescent de tomber dans la drogue. J'avais jamais percuté le lien avec le catholicisme. Pourtant, en plus, moi, je suis d'éducation catholique et je suis croyante. Après. Moi aussi, je suis. Non, je suis croyante, mais pas dans la religion. Ouais, moi non plus, parce que je me reconnais pas sur plein de trucs. Par contre, en tout cas, j'ai quand même grandi dans une culture catholique. Ma mère, elle est fille d'émigrés italiens, et mon père, il est pied noir d'Algérie. Donc du coup, le machisme, tu vois, dans les deux côtés. Ça y est, tu vois. Oui, oui. Non, je vois rien. Oui, donc ce que tu me dis me parle très bien. Et en fait, je vois très bien. En fait, j'avais pas fait le lien sur la position de la mère. Tu vois, la mère qui doit. C'est l'océan, quoi, qui doit tout porter. C'est l'océan qui doit tout porter dans ses épaules, la famille. Et c'est normal, parce qu'en fait, là-bas et à l'époque, si un père était périphérique, c'est pas si grave, tu vois. C'est, c'est critiquable, comme on dit, je sais pas si on dit comme ça, on critique ça, mais voilà, c'est plus excusé. Mais si c'est la femme, par exemple, mon grand-père, il était absent 10 jours, il pouvait être absent 15 jours facilement avec ses amis, en train de voir son salaire. Il arrivait complètement alcoolisé, tu vois. Et c'était un peu de paysage, ça dérangeait, mais c'est un type, ça passait par des paysages, surtout à l'époque. Mais imagine-toi, ma grand-mère avait 10 enfants. Imagine-toi si c'était ma grand-mère qui faisait ça. On l'aurait crucifié, quoi. On l'aurait défoncé. Donc, c'est ça. Tu vois, encore l'alcool, parce qu'en fait, quand tu dis il y a l'association des deux rôles, pour moi, il y a vraiment cette espèce, tu vois, si la mer et la mer océan, il y a le père absent mais qui ne sait pas forcément se positionner. Et moi, j'ai les mêmes souvenirs, tu vois, et qui continuent, tu vois, à se perpétrer sur la position masculine
qui est aussi d'aller picoler, tu vois, avec les copains, etc., machin. Et il n'y a pas la question de est-ce que tu rentres ou est-ce que tu rentres pas, tu vois, c'est genre, il rentre pas. Tu vois, ou il rentre à telle heure ou dans tel état, tu vois, il n'y a pas de demande. Et je me dis que, encore maintenant, je pense qu'il y a énormément de personnes, peut-être ça a évolué, hein, mais je pense que dans notre génération, il y a quand même encore une reproduction de ce schéma. Peut-être qu'on est 2 notes en dessous. Ouais. Tu vois, c'est un petit peu moins. Un petit peu moins parce officiel. qu'on commence à le mettre en Ouais, question. voilà. Parce qu'on a compris que c'était pas top. Tu vois, mais par exemple, en ayant été enceinte il y a pas longtemps, moi j'ai bien vu comment direct on positionne dans la mer océan, tu vois. Donc on pose les questions sur tout. Et mais le père, mais on s'en bat les steaks, quoi. Oui. C'est un truc de ouf. Genre vraiment, il y a aucune question sur lui, on lui demande son avis sur rien. Donc il y a aussi ça qui nourrit cette situation. C'est ça. En fait, ça c'est entre guillemets un privilège avec des dames, on va dire, qui ont les mecs, par exemple, je vois dans mon pays, hein, si le gamin est malade, on va appeler tout de suite à la mère, on ne va pas appeler les pères. Et il apprend que son gamin était malade, mais par téléphone quand tout est résolu. Ça, c'est un privilège. Et c'est un manque d'implication. C'est un privilège, mais aussi c'est quand même un manque d'implication dans la paternité. C'est un privilège entre guillemets parce que ça t'enlève de ta paternité aussi en tant qu'homme. Donc oui, forcément, tu ne vois pas tes enfants grandir, ou tu les vois grandir, mais tu ne les connais pas. Et ça explique parfois les rapports éloignés qu'il y a entre enfants et père. Et c'est super dommage. C'est super dommage parce que ça montre que l'exercice de maternelle et paternelle n'est pas équilibré. Et pour qu'il y ait une santé émotionnelle, psychologique dans le développement des enfants, il faut un équilibre. Il faut une égalité de sexe dans l'exercice de maternelle. Alors attends, je t'ai laissé, tu prenais conscience du patriarcat, t'en avais ras-le-bol, t'étais en Colombie, t'étais étudiante, non, t'étais diplômée en psychologie. En psychologie, et oui, là je me suis commencée dans la fac, je me suis commencée à percevoir du machisme. Dans la fac? Dans la fac. Ouais. Parce que... Il n'y avait pas que des femmes en psychologie? Il y avait des mecs, mais les profs étaient la plupart hommes. Ouais. Et puis je voyais, par exemple, moi j'ai pris le chemin de psychanalyse. Ouais. Et je voyais que dans les psychanalystes, il y avait que des hommes et on n'était que deux filles. Et je voyais comment c'était un petit peu un sujet, les psychanalystes. En tout cas dans la fac, je ne sais pas ailleurs en Colombie, mais dans ma fac, la psychanalyse était plutôt un sujet d'hommes, quoi. Ah oui, d'accord. On y était, bien sûr, mais je sais pas. C'était comme comment on dit, comme un tribu masculine. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, ça commençait à me déranger. Ça commençait à me... Je me disais, mais pourquoi il y a autant de mecs? Pourquoi il n'y a pas de filles psychanalystes? Bah oui. Voilà. Et aussi les injonctions sur le corps, qu'il faut que tu sois maigre, la famille en train de donner de sa vie, de ton corps. Ouais. Et j'avais une curiosité pour me découvrir moi-même. Et je sais pas, une grande partie de moi savait qu'il fallait que je parle pour pouvoir me regarder, pour savoir qui j'étais sans la lecture, ou en dehors de ces lectures patriarcales, macho, parce que, par exemple, pour les femmes de la famille de ma mère, je n'étais pas assez femme parce que je ne savais pas savais pas cuisiner. Et c'était contradictoire parce que ma mère m'avait empêché d'apprendre à cuisiner. Donc, face à cette contradiction que j'ai vécue, je me suis dit non, mais il faut que je parle pour me lire moi-même de manière différente.
Et pas que dans les termes de que je ne correspond pas au rôle Mais, espéré du et fan. c'était quoi l'opportunité pour partir? Il y en a eu une ou t'as dit juste, bon, maintenant je prends un billet? Bah, en fait, je suis partie d'abord aux États-Unis Ouais, en tant que fille au père, apprendre Ok. l'anglais. ouais. Et là, je me suis aperçue que j'avais beaucoup d'outils dedans moi, des capacités dedans moi que je n'avais pas explorées. Tu Ok, vois, que j'étais plus indépendante de ce que je pensais. ok, Et que je pouvais me débrouiller dans un autre pays. ok. Que je pouvais apprendre une autre langue et qu'il y avait des autres personnes, il y avait des autres perspectives par rapport à la femme, par rapport à la société en Ok. général. Et puis après, je retournais en Colombie et j'ai cherché justement une opportunité pour continuer mes études en psychologie, mais je ne voulais pas rester. Ça c'était clair. Ouais. Je ne voulais pas rester Ouais, en c'est- Colombie. Ouais. Et je cherchais à aller en Argentine d'abord parce qu'Argentine c'est très réputé pour la psychologie. Ok. Donc je voulais continuer mes études là-bas. J'avais demandé aide à mon père pour pouvoir le faire parce qu'à l'époque je n'avais pas trop les moyens. Mon père m'a dit oui, mais il y a la crise de 2008 qui est arrivée. Ok. Donc mon père m'a dit désolé, je ne peux pas parce qu'en fait un retrait très tôt et un retrait mal négocié, il ne pouvait pas. Ouais. Pouvais pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ce que je fais déjà, être fille au père, mais ailleurs. Mais je ne savais pas où. Et puis, une copine qui me parlait de la France, elle disait, bon, je pense à la France parce qu'en France, apparemment, les études ne sont pas si chères que ça. Ouais. C'est cher les coûts, tu vois, la vie, mais bon, ça me tournait dans la tête. Et puis, une prof m'a parlé que son mari avait une agence de filles au père. Je me suis ouais. dit, écoute, Cool, ça. je vais tenter ma chance. J'avais déjà 26, 25, 26. Donc, il fallait que je me dépêche. Parce que la limite d'âge, c'est 30 ans. Ok. Donc, voilà, je fais les démarches et c'est pour ça que je suis arrivée en France. Mais je ne voulais pas juste rester l'année et rentrer en Colombie. Je Ouais. voulais carrément faire mes études ici. Ok. Voilà. Et la France, ça m'a ouvert aussi. Et du coup, tu savais pas parler français du tout au début? J'avais fait des études à l'Alliance française à Cali. Ok. Oui, et un petit peu à la fac, j'avais pris des cours de français à la fac, mais c'est ici que j'ai appris. D'accord. Oui. Et t'es arrivé où exactement au début? Où est-ce que t'es Je suis arrivée à Paris, Ouais. mais après, en fait, la famille, c'était en Bretagne. D'accord. C'était dans le Morbihan. Ah ouais. Ouais. Donc, passé d'une ville, parce qu'à l'époque, j'habitais à Cali, que c'est une ville de 3 millions d'habitants. Température de ouf. Eh ben oui. Oui, j'étais vraiment dépaysée, quoi. Ah ouais. Oui, c'était une expérience, quoi. Oui, mais la France m'a ouvert les yeux par rapport à... en fait, quand tu quittes ton pays, c'est comme lire 1000 livres d'un seul coup. Ouais, tu d'accord, vois. ok. Et tu vois ton pays de manière différente, quoi. Parce que tu le vois à travers la différence avec le présent, tu veux dire? Oui, là, par exemple, personne ici m'a fait une remarque sur mon corps. Mais personne de chez personne ici en France Ah ouais. m'a dit, Oui. comment tes cuisses sont comme ça, comment tu vois, Ouais. comment t'as grossi ou comment t'as maigri, personne. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un soulagement Ah ouais. de ouf, quoi. Putain, tu m'étonnes. Ah ouais, Ouais. d'accord. Oui. Je pense qu'ici, il y a un petit peu plus de respect par rapport à... De pudeur, peut-être? Je sais pas comment... En fait, la sensation que j'ai, c'est qu'on te respecte pour l'être que tu es, mais pas pour ton physique. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, c'est mon expérience. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on voit tout l'ensemble et pas que ton corps. C'est mon expérience à moi. Je sais pas. Après, bon, du coup, moi j'ai quand même un autre prisme total de vision.
Et je pense qu'il y a plusieurs réalités, tu vois. Plusieurs réalités. il y a Bah, bien des- sûr qu'ici aussi, j'imagine qu'il y a des pressions pour les corps des, Ah ouais, non, mais de ouf. des Bah, injections. par exemple, pour le après ça, corps. ça fera justement d'ailleurs un autre épisode sur l'image de la femme, l'image, le physique, tu vois. Mais bon, moi à côté, il y a une partie de ma vie un temps de ma vie où j'étais comédienne. Mhm. Et un temps de ma vie où encore maintenant je suis réalisatrice. Et du coup, je vois l'impact que ça a, en fait, quand tu es vecteur d'image. Parce qu'en fait, on est nourri par les images qu'on reçoit. C'est de la nourriture, C'est ça. de la nourriture de rêve, de la nourriture d'espoir. Tu t'identifies ou tu t'identifies pas. Et par exemple, si tu regardes les images proposées, moi en tant que comédienne, Ouais. en fait, en faisant du 42, par exemple, je n'avais aucun rôle possible. Aucun rôle possible. C'était mort. Oui. Ah, déjà, le fait d'être physiquement pas sur un 38, il y a déjà, Oui, oui, oui. en gros, Oui, dans les c'est sûr. trucs de production, ils te En disent... fait, c'est un phénomène global. c'est quoi. mondial. C'est C'est mondial. mondial. C'est mondial. Mais je veux dire, dans les rapports quotidiens. Dans le C'est-à-dire- rapport quotidien, ouais. Oui, j'imagine que dans les jours, même je l'expérimente, je l'ai vécu moi-même dans ma peau. Aller à Zara, par exemple, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, oui. Et pas trouver ma taille, ça c'est un Oui, grand oui. classique. Quoi. Oui, oui, J'avais déjà l'habitude en Colombie, mais Oui, toi, oui, oui. ça c'est un classique. Quoi. Et oui, ça, il y a aussi, c'est, comme on dit en psychologie, il n'y a pas manière de non communiquer, c'est un message. Oui, oui. S'il n'y a pas ta taille, c'est C'est tu t'es trop grosse, ici tu ne rentres pas. Oui, oui. Il n'y a pas de vêtements pour toi. Oui, oui. Tu vois? Et oui, ici je l'ai vécu ça aussi, mais je veux dire, dans les rapports quotidiens, genre avec une copine, ou avec Ouais. les amis, ou dans Avec des les espaces hommes, tu l'as compliqués. pas vécu avec les hommes? Non, je n'ai pas vécu Non. avec les hommes, non. Non, t'as jamais eu ces Bah, j'ai eu que mon mari. Ouais. Bah, j'ai eu un ex-copain avant, mais il ne me parlait pas de mon corps. Hmm. Donc moi, je trouvais génial, quoi. Parce que C'était moi, super. par exemple, il y a presque 2 ans, je suis à Nantes, au tram, et Mhm. je mange un gâteau. Et un gars arrive et me dit, t'es grosse, arrête de bouffer. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Tu vois, c'est Oh tout. là là. Oh. Voilà, c'est tout. En fait, toi, t'es dans ton petit là, loup, tu vois, en train de bouffer ton petit gâteau et tout ça, dans ta petite vie tranquille, et il y a juste un gars qui passe et qui t'insulte d'une manière atroce, comme si tu lui appartenais et que tu C'est devais ça. faire pour sa volonté à lui. C'est ça. Et, Que ton corps doit être agréable. Et que c'est ça. Que ton corps t'appartient pas. C'est un corps pour Mais la ouais. société. C'était un truc de Pour fou. le tu vois. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'énergie et de la colère. Et par exemple, ce gars, quand il m'a dit ça, mais il y a une colère qui est montée en moi, mais j'avais envie de le défoncer. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que je me sentais, tu vois, mais vraiment, mais c'était d'une gratuité. Il m'aurait jeté des cailloux, c'était pareil, quoi. Mais alors, du coup, j'ai dit, mais j'ai pas à te plaire. Tu vois, genre, c'est pas non plus super vénère de dire, j'ai pas à te plaire. Dans ma tête, je te dis, j'avais envie de le défoncer, mais je pense que ce qui sort de moi, c'est, mais j'ai pas à te plaire. Donc, c'est pas, ça reste très, très temporisé. Et en fait, lui, par contre, est venu hyper agressif. Il a dit, genre, quoi, t'as un problème? Genre, je vais en plus te défoncer physiquement. Tu vois, si tu me fais une remontrance. Et en fait, là, je me suis dit, bon, genre, je vais, voilà. Donc, les portes du tram se sont fermées, je me suis barrée. Mais donc, j'ai eu 2 outrages. Le premier et le deuxième, en plus, il y a menace de te frapper. Et en fait, je te jure, je me suis dit, après coup, d'ailleurs, c'est marrant, Ouais. ça. Après coup, je me suis dit, j'aurais peut-être préféré prendre un coup que de ne rien répondre à sa tentative d'intimidation physique. Après, le problème, c'est que je pense qu'il était fou quand même, je l'ai senti quand même bien taré. Et peut-être que lui, il m'aurait vraiment très défoncé physiquement. Mais pour moi, c'est double violence quand non seulement Ah tu bah reçois, oui. et qu'en plus, tu Qu'en ne peux pas plus. répondre. Ah oui, donc il faut que tu suivis, quoi. Pourquoi? Parce que t'es une femme. Bah, c'est vrai que j'ai un regard différent d'ici. Peut-être parce que je n'ai pas vécu mon adolescence ici. Hmm. Et
ma vie adulte en tant que jeune adulte, quoi. Je n'ai pas vécu ici, je ne sais pas, peut-être si j'étais née ici et j'avais eu l'expérience de lycée et tout ça ici, bah, c'est sûr que j'aurais aussi reçu des commentaires sur mon corps. C'est peut-être ça. Ah oui, c'est certain. Mais, Enfin, mais c'est vrai que je suis arrivée en retard et du coup, les gens, ça me fait relativiser par rapport à Colombie. Oui, peut-être. Parce que pour moi, en Colombie, c'est pire. Ouais, d'accord, ok. C'est pire. Parce que ce type de commentaires, j'ai un petit peu laissé. Ce type de scène, je les ai vus dans mon pays. Et toi, t'es retournée en Colombie dernièrement? Ouais. Et Bah, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et comment t'étais? Parce que toi, t'as changé aussi, alors du coup. Bah oui, j'ai grossi, j'ai pris des poids, et c'était le sujet. Parce qu'en fait. Parce qu'en fait. C'est le sujet de ton retour. Waouh! Putain, genre la meuf, je me dis, elle est partie dans un autre continent, Voilà, elle a vécu des trucs de ouf, et le fait, sujet, c'est le poids que t'as pris. Alors ça, c'est voilà, c'est ça. C'est la réduction de la femme à un corps. Pourquoi on ne te demande pas de tes expériences? Pourquoi on te dit? Parce qu'ils sont au courant, les gens ils sont au courant de ce que tu fais, de ton évolution. Parce qu'on est toujours en train d'évoluer. Et surtout quand tu changes de pays. Voilà. Mais voilà, au lieu de te dire qu'est-ce que tu me racontes de la France, ou qu'est-ce que tu as fait en France, ou voilà, raconte-moi de ta vie, de ton travail là-bas. Non. Te réduis encore. Oh putain, c'est un truc de ouf. Donc, pas tout le monde, heureusement, quoi. Ah ouais. Mais du coup, tu t'es vénère, comment t'as réagi alors? Bah, j'ai envoyé chier, c'était la femme de mon oncle, parce que c'est ça en plus. Bah, mon oncle, il était décédé il y a pas longtemps, mais quand il était à l'époque, il était gros beaucoup plus que moi, mais pour les mecs, c'est pas un sujet. C'est ça qui me dérange. Parce que là, c'est ça. Les mecs, ils peuvent être moches, ils peuvent être ronds, ils peuvent être comme ils veulent. Et c'est ça d'ailleurs. J'ai un cousin et il avait un ami allemand. Il est allé en Colombie. Il disait, mais comment ça se fait que les filles sont super jolies, qu'elles sont super aimables, sont toujours souriantes, et les mecs les traitent comme de la merde, et ils sont même pas beaux, ils sont pas gentils. Ils prennent pas soin d'eux. Il n'y a pas de stéréotype du beau gosse colombien et de mec qui s'épile le torse et tout ça. Oui, et à cause de la télévision, oui, ils commencent à voir. Mais c'est surtout pour la femme. Pour les femmes. Et du coup, les mecs, c'est pas si grave que ça, s'il est moche. D'ailleurs, t'attaquer pour ton corps, c'est une manière de te sous-estimer en tant que personne. Par exemple, quand il y a une politicienne ou une philosophe qui parle à la télé, qui est colombienne, qui dit « Ah non, mais de toute façon, il est moche. » Mais ça a rien à voir avec son physique, quoi. Non, c'était Virginie Despentes qui parlait de ça et qui disait que genre on demandera jamais à un mec des trucs sur son physique. Voilà. Mais nous, il faut qu'on soit, pour dire quelque chose d'intelligent, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on corresponde à cette obligation esthétique. Il faut faire des podcasts comme ça, il n'y a pas de visuel. pour pouvoir dire, en fait, ce qui se passe, je lisais une anthropologue il y a quelques jours, que la beauté, c'est interprété seulement, ou c'est limité seulement à ce qui est extérieur, ce qui est visible, qui n'a pas une connotation de beauté à tout ce qui est intérieur, et l'intelligence ou soit les capacités intellectuelles, mais pas que l'intellectualité, tes capacités de ressentir, tes émotions. Pourquoi il n'y a pas une connotation de beauté? Tu vois, par exemple, pour en faire un parallèle avec la religion catholique sur une période, parce qu'en fait tout est interprétation, que ce soit les mythes ou la religion,
tu vois, le symbolisme, tu peux l'interpréter un peu comme tu veux, quoi. Et moi, je sais que je suis replongée dans un moment qui m'intéressait vachement pour avoir cette impression totale de le vivre. C'est le peuple d'Égypte qui se prend les 12 plaies, c'est la merde totale, et le bordel, et le bordel, et le bordel, et le pire bordel du monde, tu vois, parce qu'il y a 12 plaies. Et après, ils se disent avec Moïse, bon, bah, on se barre, parce que là, c'est pas possible, de toute façon, maintenant, les enfants meurent en plus, donc voilà. Et ils traversent le désert. Et là, par exemple, donc il se passe un certain nombre de trucs, et en fait, cette traversée du désert m'intéresse vachement, parce que c'est avant la terre promise. Et en fait, cette sensation de vie que j'ai, parce que moi, j'ai pas... Enfin, à l'adolescence, j'étais pas du tout consciente de là où j'aurais été. J'ai mis énormément de temps à prendre conscience que, en fait, ne pas être féministe, c'était rejeter, c'était continuer à rejeter et à non valoriser une partie de moi. Enfin, tu vois, à ce point-là, vraiment. Mais j'ai pris conscience à la trentaine, enfin, un peu avant, tu vois, vers 28 ans. J'en ai 36, hein, c'est pas très vieux, tu vois. Je vais pas jeter la pierre à aucune femme qui se reconnaît pas dans le féminisme parce que non, parce que pour moi non plus, moi c'est un procès. Bah, je me rendais, je savais, bah, à l'adolescence, je savais qu'on était dans une société patriarcale, mais je me rendais pas compte de la subtilité, les petits nuances, les micromachismes, voilà, les micromachismes. Est-ce que ça provoque et qu'est-ce que ça va provoquer chez toi et qu'est-ce que tu vas te transformer? Et je te disais, le truc du désert là, c'est qu'il y a le veau d'or, je sais pas si tu te rappelles. Genre, en gros, le désert, ça en finit pas, tu vois, au lieu de durer 4 jours, ils ont pas accepté que ça soit vraiment la merde, et du coup, ils disent que ça a duré 40 jours, cette traversée-là. Et en fait, bon, bah, ils attendaient un peu d'avoir un signe de Dieu, et puis il y a pas de signe. Bon, je te fais à ma sauce, hein, tu vois, mais en gros, ils attendaient un peu d'avoir un signe de Dieu, et c'était le buisson ardent, je crois, bon, bref. Et en fait, ils disent, oh, mais non, mais regarde, le veau en or, en fait, c'est ça qui est super. Pour moi, ça, c'est par exemple la représentation du beau. C'est-à-dire que quand on dit la beauté et l'esthétique, tu vois, toute la bien-pensance. En fait, il y a plein de trucs comme ça, où tu as l'illusion, l'image, quoi, tu as l'illusion que c'est vers le bien, alors qu'en fait, mais pas du tout. Enfin, tu vois, la lumière peut être aveuglante, quoi. Vraiment, le veau d'or, en l'occurrence, c'était pas du tout... Bah oui, la beauté, c'est relatif. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, au lieu d'avoir la beauté dans le sens de la particularité, de l'énergie, de l'individualité. En fait, c'est comme si on voulait homogénéiser le concept de beauté. Et du coup, on les voit dans les agences mannequins. Même dans les agences mannequins pour des, comment on dit ça maintenant, les filles enveloppées qui comment on dit, mince, j'ai oublié. Un tipo qui se la joue un tipo body positif, un tipo curvy. Les agences mannequins curvy, il y a des règles à respecter, quoi. Ah oui. Bah, il faut que tu sois d'une certaine hauteur, que tu sois... Mais moi, j'ai fait ça quand j'étais à Paris. En fait, vu que j'arrivais pas à trouver de taf comme comédienne, mais en fait, en faisant du 42, j'étais dans une agence de mannequins grande taille. Ouais, c'est ça. Et je représentais, du coup, avec mon 42, des femmes qui faisaient du 56. Parce qu'en fait, t'as cette échelle-là. C'est ça. Parce que sinon, la nana que tu vois, qui a l'air quand même vraiment très queuse, elle fait en général du 34-36. Et elle représente le 38-40. Oui, il y a comme un écart. Quand tu fais 42-44, tu représentes le 56. Oui, en fait, il y a tout le temps une espèce de marge. C'est comme une loupe, quoi, tu vois, un filtre. Oui, et la nana qui taille 56 se voit pas représentée, c'est ça, se voit pas représentée dans les... Non, ou en tout cas pas de manière valorisante, ça c'est certain. Pas de manière valorisante. Après, pour moi, il y a... Ça c'était, on va dire, dans mes premières révoltes, mais après je me suis aperçue que cette instance à la beauté est épuisant. Ça me prend un temps de ouf.
Enfin, genre, on va te jeter des cailloux si t'es habillé en jogging et que t'as pas envie de faire d'effort. Enfin, tu vois, on n'est pas non plus... Il y a une obligation à l'effort de l'esthétique, mais constant, quoi. Donc, c'est vraiment fatigant. Ah oui, bah oui. Après, tu peux le je suis faire d'accord. par plaisir, Oui, tu peux le je suis faire... d'accord. je dis pas que prendre soin de soi ou se voir différente, etc., être dans une recherche aussi de se plaire, je pense que c'est important. C'est ça. Mais, C'est accepter, quoi. En dehors du regard patriarcal Oui. de beauté. Parce Oui, que c'est oui, ça. oui. C'est divorcier Ouais. du regard patriarcal sur ton corps. Oui, et puis on peut faire des pauses aussi, tu vois. On peut aussi être bien tout nu à l'arrache ou en jogging pourri et c'est pas grave, quoi, Oui, tu vois. Mais dans les... Donc moi j'ai de la famille en Corse. Donc là, en termes de machisme, waouh, il y a du Ouais. level. Ah, et après, il y a des femmes aussi qui sont très... des caractères qui sont très fortes, mais justement des voix fortes, etc. Enfin, il y a du machisme, mais il y a aussi une combinaison de choses que je comprends pas tout. Par contre, dans les trucs les plus incroyables que j'ai vus de ma vie, c'est le premier jour d'école à Ajaccio. Donc j'ai une pote qui emmène ses enfants, dont son fils, c'est son premier jour d'école. Et donc c'était la rentrée des classes. Mhm. Écoute, ce matin-là, à 7h du matin, c'était un défilé de mode. Alors que les meufs, tu vois, elles se sont levées, elles emmènent leur enfant, il y en a c'est leur premier jour, etc. Mais c'est comme elles, leur premier jour de représentation sociale, quoi. La meuf, elle est au taquet, quoi. Elle a bronzé tout l'été, elle a mis les habits de ouf, machin. T'en as pas une seule qui va arriver en jogging ou la tête dans le cul ou tu vois un peu à l'arrache. C'est pas possible. Et en fait, même toi, si tu veux, tu fais vraiment mouton noir total si déjà t'es en jean t-shirt, tu vois. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Oui, bah en fait, c'est... Je sais pas, non, mais j'imagine. Bah, et je m'aperçois bien que pour nous les femmes, il faut être bonne mère et en plus être belle, tu vois. Il y a ce double... En fait, nous, on s'est déconstruit pas mal en tant que femme. C'est-à-dire, on a un petit peu eu la volonté, on s'est révélé à rester dans la cuisine, à être que femme au foyer. Ça demande aussi une déconstruction. Mais je pense qu'il y a encore une déconstruction à faire par rapport à ça, à être à la fois très bonne mère, parce que en plus, qu'est-ce que c'est être bonne mère dans cette société patriarcale, et en plus être super belle, ce que tu racontais, les défilés de mode. Oui, parce qu'en plus, alors attends, j'en reviens sur une autre précision, c'est que du coup, toi, tu t'es spécialisée maintenant en thérapie familiale. C'est ça. Et tu as fait ce choix d'angler en tout cas ce que tu proposes, de le travailler au sein de la famille. Parce que je me dis, toi, t'es parti aussi de ta famille, t'as pris les distances, Ouais. mais tu fais cette proposition, tu vois, de travailler ensemble dans la famille, dans ce que tu proposes. C'est-à-dire, comment je peux lier mon parcours Ouais, de femme immigrante avec l'histoire ouais, de ma famille, mes études. ouais. En fait, je me suis rendu compte que le fait d'être une femme migrante m'a aidé à me rendre compte de la toxicité de mes racines familiales. On a tous des toxicités à gérer parce qu'on a tous des patrons familiales qu'on n'a pas fait conscient, qu'on répète. Ouais. Soit qu'on répète, ou soit qu'on est fidèle d'une autre manière, qu'on essaye de réparer, mais en fin de compte, on n'est pas fidèle à soi-même, on n'est pas fidèle à son essence. Donc, le fait d'avoir quitté ma famille, je ne l'ai pas quitté, bien sûr, on reste en contact. Et d'ailleurs, je pense que le fait d'être parti a amélioré les relations. Parce que, voilà. Mais je pense que le fait de me rendre compte d'avoir changé de perspective par rapport à ma famille m'a donné envie
de me plonger dans l'étude de la famille. Mais s'il n'y avait pas de féminisme, je n'aurais pas pu le faire, quoi. C'est grâce au féminisme que je suis là, que je peux partir. Et puis, en fait, la déconstruction que tu fais en tant que... j'ai pris plusieurs fois de thérapie, quoi. L'exercice d'introspection que tu fais, c'est aussi un exercice de déconstruction du patriarcat que tu as dans la tête. Parce que te sentir mal avec ton corps, chose que j'avais beaucoup vécu en Colombie, je me suis rendu compte que c'était pas mon corps qui était en tort, que c'était pas moi qui était en tort. En fait, moi, je me regardais avec le même regard de patriarcat que les gens me regardaient, je me regardais moi-même et mon corps qui m'a amené parce que ton corps c'est ton véhicule. Si c'est grâce à mon corps que je suis là. C'est en fait quand par exemple je demande à mes patients de valoriser son plan physique, ils trouvent des choses, mais ils disent ah non, mais ça c'est pas beau. Mais je lui dis, mais est-ce que ça sert, est-ce que ça fonctionne? Par exemple, ils disent non, est-ce que mes bras par exemple sont trop gros? Je lui dis, mais est-ce que ton bras fonctionne? Est-ce qu'il marche bien? Il dit oui. Ah oui, donc il n'y a pas quel est le rapport à l'apparence extérieure. Il y a aussi au diamètre de l'intérieur. Oui, qui te sert à faire un câlin, par exemple, à te faire un repas. Il te sert ton bras. Donc voilà, c'est en fait le fait de prendre des distances ou avoir une autre perspective vis-à-vis de ma famille m'a fait avoir envie de connaître plus les tissus relationnels qu'il y a dans une famille, les patrons, les ordres qui sont établis dans une famille, la manière de communiquer dans une famille, la communication. Et comprendre mieux mon parcours, me comprendre moi-même et pouvoir aider les autres. Mais c'est le féminisme aussi, parce que le féminisme, en fait, ça te donne du courage pour faire tout ça. Ça te donne du courage, ça te donne un élan. C'est vrai que, tu vois, Alix, elle disait dans l'épisode précédent, dans sa traversée, dans son changement de sexe, que en fait, elle avait trouvé une sororité, ou que c'est le fait d'avoir des femmes qui la soutiennent tant, que ça avait été extraordinaire pour elle, tu vois. Et c'est vrai que quand tu dis ça te donne la force, pour moi, maintenant, parce que moi j'étais comme ta mère un temps qui est pas si lointain, c'était anti-homme le féminisme, et maintenant je me suis rendu compte à quel point ça avait été une force pour moi extraordinaire de voir ces femmes traverser des trucs, d'où le fait que je monte ce podcast d'ailleurs, traverser des trucs de ouf, de pouvoir en discuter, de pas être dans le jugement par rapport aux choses, de dire ah ok on en est là, ah d'accord ok voilà ce qui s'est passé. Parce que tu vois là on parle de notre génération, donc nous on a entre 30 et 40. Mais bon, pour la génération, tu vois, ça va, enfin notre génération, ça veut dire c'est quoi, ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, peut-être de 25 ans à 45 ans, quoi, tu vois. Mais moi je pense à la génération de ma mère, qui a 70 ans par exemple, mais elle continue à faire un trajet de ouf, ma mère, dans son cheminement. Et elle a 70 ans. Et moi je sais que j'ai une admiration pour elle. Elle a pas la même énergie que moi. Je pense qu'elle a des colères qui sont peut-être par le temps ou la fatigue, tu vois, diminuée. Mais ce qui est certain, c'est que quel que soit son chemin, elle continue d'avancer, quoi. C'est ça, c'est que en fait, je pense que le féminisme c'est un parcours en collectif. C'est ça surtout le féminisme. Le féminisme c'est un parcours en collectif, c'est surtout la sororité. Oui. En fait, s'il y a une manière, pour moi, une manière de définir le féminisme, c'est
la sororité qui se crée entre femmes et le soutien qu'on reçoit les unes des autres pour pouvoir dire ce qu'on n'a pas pu dire pendant des générations, des siècles et des siècles. En fait, je pense que c'est ça le féminisme. C'est pas être d'un côté, du côté des femmes. Non, parce que le féminisme, c'est aussi pour les hommes. Ben oui, Parce que eux, ils sont aussi victimes du patriarcat. C'est pas que nous. Nous, on prend plus. Mais eux aussi, ils sont contraints d'exprimer leur côté émotionnel. Il faut qu'ils soient libérés toujours une situation. Il faut... les injonctions pour eux sont dures aussi. Certainement pas au même niveau que nous, mais ils souffrent beaucoup. Une preuve, c'est que les hommes vont consulter un psychologue beaucoup moins, mais ils se suicident plus. Je vois le rapport là. Moi, je pense à l'alcoolisme, tu vois. Oh, l'alcoolisme. C'est un truc de ouf. C'est genre gérer mes émotions, donc je peux pas les dire. Parce que du coup, il y a cette... en fait, il y a beaucoup moins de... J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins d'outils de communication, de manière éducative, tu vois. C'est ça. En tout cas pour ceux de ma génération. Et donc du coup, comment... Alors du coup, je vais le gérer par l'alcool et, tu vois, ou d'autres drogues en me disant, il faut bien que je trouve un chemin. Parce que de toute façon, les émotions, elles ont besoin de... Enfin, elles sont là, en fait, elles s'en foutent de ce que tu veux, tu vois. Oui, donc voilà, en fait, on a tous un côté féminin et masculin, et ça n'a rien à voir avec les sexes, c'est ton côté féminin et ton côté masculin. Une femme, elle peut être très, tu vois, elle peut être même pas, elle peut être très masculine, dans la mesure où on est tous masculines parce qu'on fait des trucs, tu vois, l'action était liée au masculin dans la perception biologique, tu vois. Mais il faut concilier dedans nous les parties masculines et féminines. Et les hommes, ils ne sont pas ça, ils ne sont pas conciliés sa partie masculine avec sa partie féminine. Ils sont tous des parties féminines. Mais en fait, le féminin est si dévalorisé dans la société parce que c'est encore dévalorisé. Oui. Le féminin, c'est certain. C'est certain. Donc, c'est dans les rues, tu prends 3 rues là. Et en fait, par exemple, la dernière fois, je prends en photo, il y a 2 affiches pour, je sais plus quel truc tout pourri, une banque, je sais pas quoi. Il y a une photo de femme en géant, c'est pour une publicité, et il y a marqué l'écoute. Il y a une photo d'homme et il y a marqué l'efficacité. Voilà, comme un mec ne peut pas écouter. C'est la merde. C'est la merde encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mec ne peut pas écouter, c'est juste une capacité de femme. Pourquoi un homme ne peut pas écouter? Dernièrement, j'ai fait une enquête pour des ateliers d'estime de soi. Et il y a 4 mecs qui ont répondu l'enquête des 100 femmes, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est un signe d'inquiétude, quoi. Parce que, en fait, ça veut dire que tous ces sujets émotionnels, de gestion émotionnelle, d'apprendre à communiquer autrement, d'écouter tes émotions, de gérer tes émotions, c'est un truc que des femmes, vraiment, non. Alors, c'est quoi la santé mentale des hommes à l'heure actuelle? C'est des questions que je me pose. Je me dis que on n'a même pas abordé, tu vois, la famille concrète, enfin, tu vois, le rapport au père, à la mère, tu vois, les thématiques liées à la famille, à l'environnement. Alors, il faudrait que je te fasse revenir pour parler pardon. plus précisément. Non, mais c'est moi. Je suis partie ailleurs. Oui, mais parce que on a fait déjà un voyage de la Colombie à la France et c'est déjà un bon chemin. Et merci d'avoir fait ce podcast. J'ai une dernière question. Oui. C'est quand le dernier moment où tu t'es sentie libre?
Le dernier moment que je me suis sentie libre, ah oui, c'est la question. Oh, je pense que c'était quand la dernière fois que je suis allée à la plage. C'est pas la mer, me donne une sensation de liberté. Je sais pas, libre par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre là dernièrement, parce que en fait c'était comme l'interdiction d'aller à la nature, quoi. Je l'ai ressenti comme ça. Oui. Donc, comme la plage et la mer me manquent pas mal, je pense que c'était ce moment-là. Et en tant que femme, je sais pas, en fait, on a une illusion d'être libre, mais en fin de compte, je pense pas qu'on est tout à fait libre, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis sur la route. Hein. Oui, on est sur la route. On est sur la route. Oui. Mais c'est déjà pas mal. Je me dis, tu vois, nos mères et pères ont fait leur bout de chemin, nous on fait notre bout de chemin. Oui, et tu me rappelles d'une chose, je sais pas si j'ai le temps de le dire, mais ça me rappelle une chose que je me suis rendu compte il y a peu de temps, que en fait, la génération de notre mère, ils n'ont pas vécu l'étape des femmes adultes émancipées. Oui. Et nous, on est en train de la vivre. C'est-à-dire une étape dans laquelle tu sors du foyer familial, mais tu n'es pas encore mère ou tu n'es pas encore femme, tu n'es pas mariée, tu es libre, célibataire, célibataire tout simplement, parce que tu peux être libre, voilà. Et que tu te poses des questions par rapport à ce que tu veux de ta vie, de ton corps. Tu veux être mère, nos grand-mères, nos mères, elles n'ont pas eu cette temps de réflexion. Et je pense, bon, en tout cas dans mon pays, ma mère, elle n'a pas eu ce temps de réfléchir à ce qu'elle voulait. Tu arrives d'un coup, le mari, la grossesse, elle n'a pas eu le temps de dire est-ce que vraiment j'ai fait libre choix de ça, la liberté de choisir. Et nous, je pense qu'on est en train de vivre cette période-là qui nous donne quand même plus de liberté pour décider sur notre corps et notre vie. Tu sais, on parlait de l'intitulé de cet épisode tout à l'heure, et tu parlais de la migration. Et en fait, moi, on m'a appris un truc il y a quelques années qui m'a fait réfléchir de ouf. C'est en étudiant la migration des animaux, il y a un papillon qui fait une migration sur 7 générations. Et en fait, quand tu regardes, tu vois le schéma que ça fait, sur 7 générations, c'est énorme. Donc chaque petit papillon fait un petit bout de chemin, mais il y a aussi des papillons qui vont pas du tout dans la boucle, tu vois, ou alors qui font un tout petit bout, et puis il y en a un autre qui fait un très grand bout. Et moi j'ai vraiment cette sensation d'être un petit papillon sur la migration. Tu sais que même nous les humains, on a cette espèce de grand cycle là, dans lequel on va faire des plus ou moins grands bouts de chemin, en toute humilité, parce que il y a une longue route, et plus tu la parcours, et plus tu vois que ça n'en finit pas. Mais au moins, tu fais ton petit bout, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est le petit bout qu'on fait, et que c'est déjà pas mal. Ouais. C'est énorme. On va s'arrêter. Ça, c'est bon. Sur la route d'une femme libre, portrait sonore et confidence.